Nous donnons les 4,2 milliards de dollars à Corbin, a dit papa. Maintenant, sors. Tu es viré. Je l'ai dévisagé, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. Alors, vous avez vendu mon algorithme d'IA. Maman a ri, en faisant tournoyer son vin coûteux. Nous avons vendu notre entreprise, Gideon. L'acheteur s'est levé de l'autre côté de l'immense table en chêne. En fait, mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Avez-vous déjà été celui qui tire tout le navire avec ses propres mains, saignant et transpirant dans le noir, juste pour être jeté par-dessus bord à la seconde où il atteint le rivage? Si vous savez ce que l'on ressent face à ce genre de trahison familiale, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, car ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'essaie encore de digérer. C'était un mardi soir, 2 heures avant le plus grand gala de notre vie. La salle à manger du domaine de mes parents sentait l'agneau rôti, l'acajou précieux et une arrogance suffocante. Le lustre en cristal au-dessus de nous jetait une lueur dorée sur tout, donnant à la scène l'apparence d'un tableau représentant la parfaite famille américaine riche. Mais sous cette surface brillante, ce n'était rien d'autre qu'un marécage de drames familiaux et d'une toxicité profondément enracinée. Mon père, Roland, était assis en bout de table. C'était un homme qui croyait si profondément à ses propres mensonges, que la réalité se pliait simplement à sa volonté. À côté de lui se trouvait ma mère, Blé, une femme dont toute l'existence était consacrée à sauver les apparences. Et puis il y avait Corbin, mon frère aîné, l'enfant prodige. Il était penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner les clés d'une Ferrari flambant neuve autour de son index, un sourire narquois plaqué sur son visage. J'étais assis à l'extrémité opposée, portant un costume gris bon marché que j'avais acheté en solde il y a 5 ans. Je n'avais pas ma place ici. Je ne l'ai jamais vraiment eue. Roland s'est éclairci la gorge, tapotant sa fourchette en argent contre son verre de vin. Le tintement sec a résonné dans la grande pièce. L'encre est sèche, a-t-il annoncé, sa voix gonflée de fierté. Kalin Frecht, qui sera bientôt rebaptisée Kalin AI, a été officiellement acquise par Nexus Tech pour 4,2 milliards de dollars. Blé a eu le souffle coupé, applaudissant des 2 mains. Corbin a poussé un grand cri de joie, frappant du poing sur la table. J'ai simplement hoché la tête, prenant une gorgée de mon eau. J'avais construit l'algorithme d'IA de routage prédictif qui donnait à cette entreprise une valeur supérieure à la poussière sur laquelle elle reposait. C'est moi qui avais sorti Kalin de la tombe il y a 10 ans. Je m'attendais à un signe de tête, à un merci, peut-être même à une part décente du capital qui m'avait toujours été promise, mais jamais officiellement donnée. Au lieu de cela, Roland a tourné ses yeux froids et calculateurs vers moi. Et parce que Corbin est le visage de cette entreprise, le véritable visionnaire qui a courtisé les acheteurs, je transfère l'intégralité du paiement sur son trust. Je me suis figé. Le bruit ambiant de la pièce a semblé disparaître. J'ai regardé Corbin. Il n'était pas un visionnaire. Il savait à peine comment redémarrer son propre ordinateur portable. C'était un costume vide sur pattes qui passait ses journées à jouer au golf et ses nuits à gaspiller les fonds de l'entreprise. Et ma part, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Et le capital dont nous avons discuté? Roland a laissé échapper un bref souffle dédaigneux. Tu es un employé, Gideon. Tu as été payé pour ton temps. D'ailleurs, Nexus Tech fait venir sa propre équipe d'ingénieurs. Nous faisons le ménage avant la passation. Il a fouillé dans sa veste sur mesure, en a sorti ma carte d'accès en plastique de l'entreprise et l'a jetée sur la table. Elle a atterri directement dans mon verre d'eau glacée avec un plouf pathétique. Tu es viré, Gideon. La sécurité a déjà vidé ton bureau. Il m'a regardé droit dans les yeux et a effacé 10 ans de ma vie en une seule phrase. L'humiliation absolue était censée m'écraser. Il voulait me voir craquer. Il voulait voir le bouc émissaire mendier des miettes. Maman a pris une gorgée délicate de son cabernet, complètement indifférente à l'exécution qui se déroulait devant elle. Corbin s'est contenté de ricaner. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas retourné la table. Je les ai regardés tous les 3, mémorisant la satisfaction cruelle sur leurs visages. Je me suis levé lentement, sentant le tissu bon marché de mon costume s'étirer. Le contraste entre mes vêtements usés et leur tenue de créateur était flagrant. Au revoir, papa, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis sorti par les immenses portes doubles. La pluie de Seattle tombait à verse alors que je montais dans ma vieille camionnette rouillée de 10 ans. J'ai tourné la clé,
écoutant le moteur peiner avant de rugir à la vie. Alors que je descendais l'allée sinueuse, laissant le domaine derrière moi, mes mains agrippaient le volant. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas brisé. Car tandis que le manoir s'estompait dans mon rétroviseur, mon esprit dérivait vers une vieille boîte à chaussures usée, enfouie au fond de mon placard. Une boîte à chaussures contenant une seule feuille de papier jauni qui était sur le point de transformer le rêve de 4,2 milliards de dollars en un cauchemar absolu. Pour comprendre l'ampleur de ce que Roland venait de faire, vous devez comprendre le musée de la douleur sur lequel il a bâti son empire. Il y a 10 ans, Kalin Frecht n'était pas un géant de la technologie. C'était une entreprise de transport et de logistique en faillite, qui perdait de l'argent plus vite qu'une artère sectionnée. C'était fin 2014. J'avais 22 ans, j'étais à mi-parcours d'un prestigieux programme de génie logiciel dans une grande université, complètement indépendant, et enfin sorti de l'ombre de mon père. Puis, une nuit pluvieuse de novembre, j'ai reçu un appel frénétique. J'ai conduit jusqu'au siège de Kalin, un misérable bâtiment gris dans une zone industrielle, et j'ai trouvé Roland assis par terre dans son bureau. Il pleurait, pas seulement en versant une ou deux larmes. Il sanglotait à chaudes larmes, le visage enfoui dans ses mains. Les banques réclament les prêts, Gideon, a-t-il balbutié, levant vers moi des yeux rouges et désespérés. Nous allons couler. L'héritage est mort. Nous allons perdre la maison, les voitures, tout. Je détestais la dynamique toxique de ma famille, mais voir mon père brisé sur le sol a déclenché quelque chose de profond en moi. J'étais le réparateur. On attendait toujours de moi que je nettoie les dégâts. Alors, j'ai fait un choix qui allait définir la prochaine décennie de ma vie. J'ai abandonné mon programme d'ingénierie. J'ai vidé ma chambre d'étudiant et j'ai emménagé directement dans la salle des serveurs de Kalin. Je n'ai pas touché de salaire les 2 premières années, pas un seul centime. Pendant que mes anciens camarades de classe décrochaient des emplois confortables dans de grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley, je dormais sur un tapis de yoga fin et bon marché, sous une baie de serveurs bourdonnants et vibrants. La salle des serveurs était maintenue à une température glaciale de 60 degrés pour éviter que le matériel ne fonde. Alors, j'utilisais mon vieux sweat à capuche d'université comme couverture et une pile de papier d'imprimante comme oreiller. J'ai travaillé comme un forcené. Je codais pendant 48 heures d'affilée, survivant parfois uniquement d'eau tiède du robinet et de nouilles instantanées mangées dans le noir. Mes doigts se crispaient si fort que je devais les passer sous l'eau chaude juste pour continuer à taper. Je construisais quelque chose de révolutionnaire, un algorithme d'IA de routage prédictif. Il était conçu pour analyser en temps réel les données météorologiques, les conditions de trafic, les taux de consommation de carburant et les indicateurs de fatigue des conducteurs pour optimiser instantanément les itinéraires de fret. C'était une bête de système, entièrement construit à partir de zéro, ligne par ligne angoissante, par moi seul. Il m'a fallu 24 mois pour rendre l'algorithme principal pleinement opérationnel. Le jour où nous l'avons déployé, Kalin Frecht a constaté une baisse immédiate de 30% des coûts de carburant et une augmentation de 40% de l'efficacité des livraisons. J'ai littéralement sorti l'entreprise de la faillite et les propulsé dans la stratosphère. J'ai transformé une entreprise de transport mourante en une plateforme d'IA logistique très lucrative. Et où était mon frère Corbin pendant que je saignais du nez à cause de l'épuisement pur? Corbin était officiellement le vice-président du développement commercial. Ce que cela signifiait en réalité, c'est que Corbin s'envolait pour Las Vegas avec la carte de crédit de l'entreprise. Je me souviens d'être assis dans la salle des serveurs glaciales, examinant les rapports de dépenses du backend parce que le logiciel de comptabilité que j'avais construit signalait automatiquement les anomalies. J'ai regardé l'écran avec incrédulité. Corbin avait dépensé 40 000 $ pour un seul week-end dans un complexe de casino VIP. La note de justification indiquait simplement « réseautage pour la rétention des clients ». Il faisait sauter les bouchons de champagne et jouer au blackjack pendant que je scotchais littéralement mes chaussures parce que je ne pouvais pas m'en payer une nouvelle paire. La moquerie de tout cela était suffocante. J'étais le moteur qui maintenait toute la machine en vie, et ils me traitaient comme de la saleté sous leurs pneus. J'ai sacrifié mon éducation, ma jeunesse et ma santé pour sauver un père qui ne me voyait que comme un outil gratuit et jetable. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je les sauvais de la ruine, ils finiraient par m'aimer, ils finiraient par me respecter en tant que fils et partenaire. Mais la trahison ultime se préparait déjà. Mon sacrifice n'a pas été reconnu comme de l'héroïsme. Aux yeux de Roland, cela prouvait simplement à quel point j'étais prêt à subir des abus sans me défendre.
Et cette prise de conscience a préparé le terrain pour le piège le plus calculé et le plus dévastateur qu'il m'ait jamais tendu. La toxicité familiale ne commençait et ne se terminait pas seulement avec Roland. C'était tout un écosystème conçu pour élever Corbin et me maintenir complètement marginalisé. Si vous voulez comprendre à quel point l'humiliation était profonde, il suffit de regarder un barbecue familial que nous avons organisé quelques années après le redressement spectaculaire de l'entreprise. La plateforme Kalina y faisait la une des magazines de l'industrie. Nous générions des revenus importants. Ma tante Élodie, une femme qui portait trop de parfum et ne parlait qu'en compliments déguisés, tenait la cour sur la terrasse. Elle était la sœur de Blé et le parfait larbin pour le récit tordu de mes parents. Elle avait une coupe de champagne dans une main et gesticulait sauvagement vers Corbin, qui était adossé au bar extérieur, savourant l'attention. « Oh, Corbin, tu es un génie des affaires absolues !» criait presque Élodie pour que tout le monde puisse l'entendre. Faire pivoter une entreprise de transport vers le secteur de la technologie. Tu es le vrai visionnaire de cette famille. Tu es le cerveau de toute l'opération. J'étais debout à 1 mètre de là, tenant une assiette de hot-dog brûlés. Je venais littéralement de passer les dernières 72 heures à réécrire un pipeline de données critiques qui avait planté, nous sauvant d'un procès client massif. J'avais des cernes si sombres sous les yeux qu'on aurait dit des ecchymoses. Élodie m'a finalement remarqué. Elle m'a adressé un sourire pincé et plein de pitié. Et Gideon, c'est si gentil de ta part d'aider en coulisses. Chaque entreprise a besoin d'un petit singe de clavier au sous-sol pour garder les fils branchés, n'est-ce pas? Les parents autour ont ricané. J'ai senti une bouffée de colère chaude me monter au cou. J'ai regardé ma mère, Blé, espérant qu'elle rétablirait enfin la vérité, espérant qu'elle dirait, en fait, Gideon a construit tout le système. Mais Blé a juste souri sereinement et a ajusté son foulard en soie coûteux. Laisse-le tranquille, Élodie, a dit Blé en agitant la main avec dédain. Corbin a besoin du tape à accent graveleuil et du charisme pour attirer les gros investisseurs. Il est le visage. Gideon n'est qu'un soutien en arrière-plan. Il aime se cacher dans le noir. Peu importe ce qu'il porte ou ce qu'il fait. Vraiment. C'était ça. C'était toute mon existence résumée par ma propre mère, un soutien en arrière-plan. Le contraste financier était encore plus écœurant. Le même mois, j'ai soumis une demande d'achat pour le département informatique. Mon dos était détruit après être resté assis sur une chaise pliante en métal bon marché dans la salle des serveurs pendant 3 ans. J'ai demandé une chaise de bureau ergonomique à 5 cents. C'était une nécessité de base pour ma santé. Quand les papiers sont revenus, Roland avait barré la demande d'un épais marqueur rouge. Il avait écrit le mot non en lettres énormes sur la page, ajoutant un post-it qui disait « Arrête de gaspiller l'argent de l'entreprise Dandelux. Utilise un oreiller ». 2 jours plus tard, Corbin est arrivé sur le parking de l'entreprise avec une Rolex Daytona flambant neuve de 80 000 $. Il l'a exhibée dans tout le bureau, se vantant bruyamment que papa la lui avait achetée comme prime de performance pour avoir obtenu une réunion avec un client. Une réunion qui n'a eu lieu que parce que le client voulait accéder à mon algorithme d'IA. Pourquoi suis-je resté? Vous vous demandez probablement pourquoi un être humain rationnel endurerait ce niveau de manque de respect flagrant et d'abus financiers. Pourquoi n'ai-je pas simplement fait mes valises pour aller travailler chez Google ou Amazon? Les thérapeutes appellent ça le syndrome de l'otage du bouc émissaire familial. Quand vous êtes élevé dans une dynamique toxique, vous êtes conditionné à croire que votre seule valeur sur Terre est votre utilité pour eux. On vous lave le cerveau en vous faisant croire que si vous résolvez un problème catastrophique de plus, si vous prouvez votre valeur une fois de plus, les portes dorées s'ouvriront et ils vous traiteront enfin comme un être humain. C'est un mécanisme de survie désespéré et pathétique. Vous échangez votre dignité contre une infime parcelle d'appartenance. Je suis resté parce que je croyais que Kalinaï était mon enfant. Je lui ai insufflé la vie. Je ne pouvais pas l'abandonner. Mais 6 mois après ce barbecue, Roland a fait une manœuvre tactique qu'il pensait être un coup de génie absolu. Il pensait m'enfermer au sous-sol pour toujours. Il n'avait aucune idée qu'il me remettait en fait les clés de tout le royaume. Revenons 10 ans en arrière, au moment exact où Roland a planté la graine de sa propre destruction. Kalinaï se stabilisait enfin. L'algorithme fonctionnait parfaitement et les dettes massives étaient lentement remboursées. Mais Roland était un homme obsédé par l'idée de presser une pierre jusqu'à ce qu'elle saigne. L'entreprise gagnait de l'argent, mais pour lui, ce n'était jamais assez. Un sombre jeudi après-midi, il m'a convoqué dans son spacieux bureau lambrissé d'acajou.
La pièce sentait fortement son eau de Cologne musquée et le cuir cher. Il ne pleurait pas comme la nuit où j'ai quitté l'université. Il était assis bien droit, calculateur et froid, tapotant un stylo en argent contre son bureau. « Gideon, assieds-toi » a-t-il ordonné, faisant glisser un épais document juridique sur le bois poli vers moi. « Nous devons avoir une conversation sérieuse sur ton statut d'emploi. Les charges sociales et les primes d'assurance santé pour l'équipe technique tuent absolument nos marges. Je dois te retirer de la paie standard des employés. » J'ai baissé les yeux sur le document. Il était intitulé « Contrat de consultant indépendant. Je te licencie en tant qu'employé W2 et je te réembauche en tant que freelance », a expliqué Roland suavement, s'adossant à son fauteuil coûteux. Ça fait économiser à l'entreprise environ 20% de frais généraux. C'est juste une formalité, vraiment. Tu fais toujours partie de la famille. Tu continueras à faire exactement ce que tu fais maintenant. Je l'ai dévisagé. Il voulait me priver de mon assurance maladie de base. Il voulait couper mes cotisations retraite. Après que j'ai abandonné mon diplôme et dormi sur un sol glacial pendant 2 ans pour l'empêcher de vivre dans une boîte en carton, il voulait économiser quelques centimes en me transformant en un contractuel jetable. Il pensait être un homme d'affaires de génie. Il pensait exploiter un jeune vulnérable, trop désespéré pour son approbation pour se défendre. Et il avait raison sur mon désespoir. Je me sentais incroyablement petit dans ce fauteuil, dévalorisé, jeté comme un vieil outil rouillé. Mais Roland était si aveuglé par son avidité, si obsédé par l'idée d'économiser 20% sur les impôts, qu'il a refusé de payer un avocat d'affaires pour rédiger un contrat en bonne et due forme. Il a téléchargé un modèle générique sur Internet. Et parce qu'il a fait ça, il a oublié de lire les petits caractères concernant la loi américaine sur la propriété intellectuelle. Voici le truc avec le développement de logiciels. Si un employé officiel invente quelque chose pendant ses heures de travail, l'entreprise en devient automatiquement propriétaire. C'est ce qu'on appelle la doctrine du « work for hire ». Mais si un consultant indépendant invente quelque chose et qu'il n'y a pas de clause de cession spécifique et blindée transférant la propriété de la propriété intellectuelle à l'entreprise, le consultant conserve les droits. Le consultant en est le propriétaire, en totalité. Alors que je prenais le stylo pour renoncer à ma sécurité, Thaddeus, notre ancien directeur financier, est entré dans la pièce pour livrer des dossiers. Thaddeus était un homme calme et observateur qui avait vu ma famille m'abuser pendant des années. Il a regardé le document sur le bureau, puis m'a regardé. Ses yeux se sont dirigés vers Roland, qui était occupé à répondre à un SMS sur son téléphone. Thaddeus s'est penché près de moi, prétendant ajuster un dossier, et a chuchoté « Garde une copie papier de ce contrat en lieu sûr, gamin. Garde-la très précieusement. Un jour, ce bout de papier sera ton bouclier absolu. » Je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire à l'époque. J'ai juste signé, le cœur au bord des lèvres. Je pensais signer un document qui confirmait que je ne valais rien. Retour au présent. La pluie martelait les fines fenêtres de mon modeste appartement d'une chambre. J'étais assis sur mon canapé délavé, portant toujours le costume gris humide que je portais quand Roland m'a viré à table. Je fixais le contrat jauni de 10 ans posé sur ma table basse. Les mots que Thaddeus avait murmurés résonnaient dans mon esprit. J'ai commencé à faire le calcul, à estimer la chronologie exacte, et une prise de conscience froide et glaçante m'a envahi. J'ai saisi le papier fragile et jauni avec des mains tremblantes. Mes yeux ont balayé le jargon standard jusqu'à ce que j'atteigne la dernière page. Section 17b, la clause de réversion de la propriété intellectuelle. J'ai lu les mots à haute voix dans la pièce vide et silencieuse, le son de ma propre voix me ramenant à la réalité. Dans le cas où Kalin Frecht n'exercerait pas l'option d'achat des droits exclusifs sur la propriété intellectuelle développée à perpétuité pour la somme de 15 millions de dollars dans les 10 ans suivant cette signature, tous les droits, la propriété et les redevances reviendront automatiquement au consultant indépendant. J'ai arrêté de respirer. Le silence dans mon appartement semblait lourd, chargé d'électricité. J'ai regardé la date griffonnée à l'encre bleue juste à côté de la signature arrogante et ample de Roland. 12 avril 2014. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mon pouce a plané sur l'écran alors que je le réveillais. L'horloge numérique brillait dans la pièce sombre, mais mes yeux étaient rivés sur la date affichée juste en dessous de l'heure. 15 avril 2024. J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à un rire rauque. Ils avaient manqué la date limite de 3 jours exactement. 3 jours pour 10 ans.
Cette bombe à retardement était tranquillement posée dans les fondations de Kalinaï. Roland était si occupé à mesurer les rideaux de son nouveau manoir, si occupé à se vanter auprès de ses riches amis, si occupé à créer des trusts pour son enfant prodige, qu'il a complètement oublié de vérifier le bail du terrain sur lequel il a construit son empire. Il n'a pas seulement viré un technicien jetable ce soir. Il a expulsé son propriétaire, et le loyer de la dernière décennie était officiellement en souffrance. La tristesse, le désespoir persistant pour l'amour de mon père, le poids écrasant du syndrome de l'otage, tout s'est évaporé en un instant. Le petit garçon qui voulait juste que ses parents soient fiers de lui est mort dans cet appartement bon marché. J'ai essuyé une unique larme rebelle de ma joue. Ma main a cessé de trembler. Elle est devenue stable, guidée par une précision froide et mathématique. Le fils malchanceux et maltraité était mort. L'architecte pointait pour recouvrer sa dette. Je me suis levé et j'ai arpenté la courte longueur de mon salon. Roland pensait vendre une société d'intelligence artificielle de 4,2 milliards de dollars, mais il ne possédait pas l'IA. L'entreprise était essentiellement une coquille vide sans mon algorithme de routage prédictif. Il vendait des biens volés à Nexus Tech. Je suis allé au comptoir de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau froide. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Je n'avais pas besoin d'un avocat d'affaires hors de prix pour me dire ce que ce contrat signifiait. La légalité était à toute épreuve. Mais un bout de papier affirmant que je possédais la propriété intellectuelle était inutile si je ne pouvais pas prouver exactement en quoi consistait cette propriété. Roland était un serpent très charismatique et riche. Il engagerait une armée d'avocats d'affaires impitoyables. Il se tiendrait devant un juge et mentirait sous serment. Il prétendrait que le système actuel était le fruit d'un énorme effort d'équipe. Il prétendrait que c'était une œuvre dérivée, construite par des dizaines de consultants coûteux pour enterrer complètement ma contribution singulière. Il essaierait de m'effacer entièrement de l'histoire de Kalinaï. J'avais besoin de preuves concrètes et indéniables. Le contrat sur ma table basse était le pistolet chargé, mais j'avais besoin des balles pour faire voler ces mensonges en éclats. J'avais besoin d'une trace numérique si impeccable et irréfutable qu'aucun avocat sur Terre ne pourrait la déformer. Je savais exactement où se trouvait cette trace, et je savais exactement comment l'extraire. Roland pensait que m'interdire l'accès au bâtiment ce soir signifiait qu'il m'avait coupé du système, mais il avait oublié une règle fondamentale. On ne peut jamais enfermer le constructeur hors de la maison qu'il a conçue. J'ai ouvert mon ordinateur portable robuste, l'écran illuminant mon appartement sombre d'une lueur bleutée et crue. S'il y a une chose que vous devez savoir sur le développement de logiciels, c'est que la vérité vit toujours dans les journaux. On peut mentir dans une salle de réunion. On peut falsifier un rapport de dépenses, mais on ne peut pas mentir à un historique de Comigi. Pour ceux qui ne parlent pas le langage du code, imaginez un immense journal numérique. Chaque fois qu'une phrase est ajoutée, supprimée ou modifiée dans un livre, ce journal enregistre exactement ce qui a été changé, la microseconde exacte où cela s'est produit, et l'empreinte numérique spécifique de l'auteur qui l'a écrite. C'est immuable. Ça ne peut pas être falsifié, et ça ne peut pas être effacé. Roland pensait que révoquer ma carte d'accès en plastique signifiait que j'étais aveugle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis 2015, j'avais maintenu un dépôt entièrement miroir de tout le code source de Kalinaï sur un serveur cloud privé et crypté. C'était un protocole standard de reprise après sinistre. Je l'avais supplié de le financer des années auparavant, l'avertissant des attaques de ransomware, mais il avait qualifié cela de gaspillage d'argent paranoïaque. Alors, j'ai payé les frais de stockage mensuels avec mon propre salaire pathétique pour protéger l'entreprise. Ma carte de crédit personnel a maintenu la sauvegarde en vie. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai tapé mes identifiants maîtres. Le système m'a accordé l'accès instantanément. J'ai affiché les journaux de commis couvrant toute la décennie. C'était une belle cascade sans fin de textes verts défilant rapidement sur l'écran. C'était une représentation visuelle de ma jeunesse perdue. Chaque mise à jour majeure, chaque correctif critique, chaque porte logique fondamentale était estampillée du même identifiant utilisateur. Auteur, Gideon-admin date, juin 2016 module, routage météo dynamique auteur, Gideon-admin date, janvier 2018 module, logique d'efficacité énergétique auteur, Gideon-admin date, mars 2023 module. Intégration de flotte autonome. J'ai lancé un script de diagnostic pour calculer le pourcentage total de la base de code actuelle de Kalinaï créée par mon identifiant. La barre de progression a chargé pendant 5 secondes avant d'afficher le résultat.
99,9%. Puis, juste pour mon propre amusement, j'ai filtré la recherche pour trouver toute contribution au système faite par Corbin. L'écran a clignoté. 0 commis de code, 0 contribution architecturale. La seule empreinte numérique que mon frère a laissée dans toute l'histoire du réseau Caline était une liste stupéfiante de tickets de support informatique. Pendant que je réécrivais le noyau pour nous sauver d'une cyberattaque en 2019, Corbin soumettait des demandes désespérées pour réinitialiser son mot de passe oublié pour le Wi-Fi invité du salon exécutif. J'ai cliqué sur l'un des journaux de métadonnées. Il utilisait la bande passante de l'entreprise pour télécharger une énorme mise à jour de 80 gigaoctets pour une console de jeux vidéo. J'ai laissé échapper un rire sec et froid. Il a résonné contre les murs. Mon père était à quelques heures de vendre une entreprise de 4,2 milliards de dollars, entièrement basée sur mon cerveau, en affirmant au monde que c'était l'héritage de son fils prodige, alors que la seule chose que son fils prodige ait jamais apportée était une latence sévère sur le réseau invité. J'ai connecté mon ordinateur portable à ma vieille imprimante laser poussiéreuse. J'ai appuyé sur imprimer. Le son de la machine s'éveillant à la vie, tchac tchac tchac, était le rythme le plus satisfaisant que j'ai entendu en 10 ans. L'imprimante crachait rythmiquement page après page de vérité indéniable. Chaque feuille de papier tombant dans le bac ressemblait à un autre clou d'acier lourd enfoncé dans le cercueil de Kalinaï. J'ai rassemblé la pile de papier. Le contrat de consultant de 2014 est allé tout en haut. Les centaines de pages de journaux J et de vérification de la paternité du code sont allées en dessous. Je les ai soigneusement reliés dans un épais et intimidant dossier en cuir noir. Il était temps de s'habiller. Je suis allé au fond de mon petit placard. Je n'allais pas à une célébration familiale. J'allais à une démolition. J'ai dépassé les costumes de tous les jours bon marché et j'ai ouvert une housse de protection. À l'intérieur se trouvait un costume gris anthracite sur mesure. Je l'avais acheté il y a 3 ans, y dépensant près de 2 mois de mon salaire. Je l'avais acheté pour le jour où Roland me reconnaîtrait enfin. Le jour où il me nommerait directeur de la technologie, un jour qui n'est jamais venu. Je l'ai enfilé. Le tissu tombait parfaitement sur mes épaules. J'ai boutonné la veste et je me suis regardé dans le miroir en pied. Le mécanicien épuisé et abattu qui acceptait des miettes d'affection avait disparu. Celui qui me regardait était l'architecte, et l'architecte était prêt à encaisser. J'ai saisi le dossier noir. Il semblait aussi lourd qu'une brique dans ma main. Roland voulait faire un grand spectacle pour les acheteurs ce soir. Il voulait parader son faux succès devant le monde entier. Très bien, je lui donnerai un spectacle. Je lui offrirai la nuit la plus inoubliable de sa misérable vie. Si vous appréciez jusqu'ici cette histoire de vengeance familiale ultime, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Laissez aussi un commentaire ci-dessous en me disant le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Et je vous suis tellement reconnaissant. Merci pour votre soutien. Je suis sorti de mon appartement, entrant dans la nuit fraîche et humide de Seattle. C'était le temps parfait pour une exécution. Le gala attendait. Le trajet depuis ma camionnette garée jusqu'à la façade de verre étincelante du centre des congrès de Seattle ressemblait à une lente marche vers un destin absolu. L'air froid de la nuit me mordait vivement le visage, mais je remarquais à peine la température glaciale. La forte pluie avait enfin cessé, laissant l'asphalte noir glissant et très réfléchissant, miroitant les néons de la ville comme un miroir d'obsidienne brisée. Le centre des congrès lui-même brillait contre le ciel sombre comme un diamant radioactif, se dressant comme un immense phare de richesse obscène, de triomphe d'entreprise et, dans ce cas précis, de fraude pure et simple. À l'intérieur de ce vaste bâtiment, le gala d'acquisition de Titan Tech battait son plein. C'était exactement le genre d'événement écœurant d'extravagance qui vous rend physiquement nauséeux si vous savez réellement d'où vient l'argent et quel sang, quelle sueur et quelles larmes l'ont payé. En approchant de l'entrée principale, je pouvais voir l'ampleur écrasante de la célébration à travers les immenses baies vitrées du sol au plafond. Il y avait des sculptures de glace gigantesques, méticuleusement taillées en forme de semi-remorque Kalinfrecht, fondant lentement sous les lumières chaudes. Il y avait de véritables fontaines de champagne millésimées coulant à flot dans des coupes en cristal. Il y avait des politiciens locaux en smoking coûteux, des journalistes technologiques véreux à la recherche d'un scoop, et des investisseurs affamés bourdonnant autour de la grande salle de bal comme des mouches autour d'une carcasse dorée fraîche. Je suis resté devant les lourdes portes en verre pendant un long et silencieux moment, ajustant les revers de mon costume anthracite sur mesure.
J'ai regardé à travers la vitre et j'ai trouvé ma famille tenant la cour près du centre de l'immense pièce. Ils avaient l'air absolument royaux. Roland se tenait avec une main nonchalamment glissée dans la poche de son smoking sur mesure, l'autre tenant un lourd verre de scotch en cristal. Il rejetait la tête en arrière, riant à une blague qui n'était probablement même pas drôle, complètement entouré d'un cercle de riches dirigeants admiratifs. Il ressemblait à un roi triomphant qui venait de conquérir le monde entier sans jamais lever une épée. Blé se tenait juste à côté de lui, drapé dans une robe de créateur argentée scintillante qui coûtait facilement plus que toute ma camionnette. Elle acceptait les compliments des autres épouses riches avec une fausse modestie étudiée et écœurante, touchant doucement son collier de diamants. Et puis il y avait Corbin. Mon frère aîné, le prétendu génie visionnaire, était déjà visiblement ivre. Il avait acculé un journaliste d'un grand blog technologique près du bar ouvert, gesticulant sauvagement avec un verre plein de vin rouge coûteux. Je pouvais presque lire ses lèvres arrogantes à travers le verre épais. Il se vantait. Il racontait une histoire complètement fabriquée sur son leadership implacable et comment il avait personnellement codé l'architecture pour diriger le navire à travers la tempête de l'industrie technologique compétitive. Il célébrait une victoire historique massive qu'il n'avait pas méritée. Il dépensait des milliards fantômes qu'il n'avait pas légalement gagnés. Il se tenait fièrement sur un piédestal doré, entièrement construit sur mes nuits blanches, mes graves crises de panique et ma jeunesse volée. Il semblait si incroyablement en sécurité. Il semblait complètement intouchable dans leur bulle de richesse. Il pensait sincèrement que j'étais assis chez moi dans mon appartement sombre et déprimant, pleurant dans un oreiller bon marché, complètement anéanti par leurs avocats hors de prix et leur immense pouvoir social. Ils avaient si profondément tort. J'ai agrippé le lourd dossier en cuir noir dans ma main droite, sentant le poids de la vérité indéniable qu'il contenait, et j'ai marché directement vers l'entrée VIP. Le épais cordon de velours rouge était gardé par une équipe redoutable de sécurité privée. C'étaient des hommes baraqués en costumes noirs impeccables, avec des oreillettes discrètes, entraînés spécifiquement pour maintenir les personnes indésirables et sans importance à l'extérieur. Une personne normale aurait été très intimidée par le mur de muscles bloquant la porte. Une personne normale aurait eu besoin d'une invitation dorée à la feuille juste pour poser le pied sur le tapis moelleux. Mais je n'étais pas une personne normale ce soir. J'étais la personne qui s'était personnellement assuré que leur chèque de paie de sécurité avait été encaissé le mois dernier, lorsque le système de paie de Kalinaï avait subi un énorme pépin de base de données. « Bonsoir, Vernon », ai-je dit en m'approchant directement du chef de la sécurité. Vernon était un type massif, facilement 1,90 m, avec un visage sévère et lourdement balafré qui souriait rarement. Il a cligné des yeux, croisant ses bras épais avant que son expression ne s'adoucisse en une reconnaissance immédiate et respectueuse. « Monsieur Gideon », dit-il, sa voix profonde grondant par-dessus la musique forte s'échappant de l'intérieur. Il a baissé les yeux sur sa tablette électronique illuminée. « Je n'ai pas vu votre nom sur la liste des invités VIP approuvés ce soir. » Le patron a donné des instructions très strictes sur qui franchit ses portes. « Le patron est très confus ce soir, Vernon », ai-je dit, gardant ma voix incroyablement basse, stable et calme. « Je suis juste là pour régler un problème technique critique avec les visuels de la présentation. Vous savez comment Roland devient quand les diapositives PowerPoint ne fonctionnent pas parfaitement. Il va piquer une crise embarrassante devant tout le monde. » Vernon a hésité. Ce ne fut que pour une fraction de seconde, mais j'ai vu le conflit interne dans ses yeux sombres. Il a regardé par-dessus mon épaule dans la salle de bal lumineuse et bondée, puis a de nouveau baissé les yeux sur moi. Vernon était un homme très observateur. Il se souvenait exactement de qui était resté tard un vendredi soir il y a 3 mois pour l'aider à récupérer ses enregistrements de sécurité perdus, alors qu'il pensait qu'il allait être licencié pour négligence. Il se souvenait de qui traitait le personnel de sécurité comme de vrais êtres humains, tandis que mon père et mon frère les traitaient comme du mobilier invisible et jetable. Vernon a tendu une main massive et a décroché le clip en laiton du cordon de velours rouge. « Allez-y, monsieur Gideon », dit-il en s'écartant pour me laisser le passage. « Passez une bonne soirée. »« Vous aussi, Vernon », ai-je répondu. Je suis entré dans le bâtiment. L'air était fortement climatisé et sentait fort le parfum cher, l'agneau rôti et la cupidité brûlante. Je ne suis pas allé au centre de la pièce pour les affronter. J'ai longé les ombres le long du mur du périmètre, évitant complètement le regard de mes parents et les flashs des appareils photo de la presse. Je me suis déplacé avec une intention calculée absolue, me dirigeant directement vers la plateforme audiovisuelle surélevée tout au fond de l'immense salle.
C'était le centre névralgique de tout le gala, contrôlant les lumières du plafond, les haut-parleurs surround et les 3 écrans massifs positionnés juste derrière la scène principale. Le technicien qui tenait la cabine était jeune, portant un polo noir et un casque sur une oreille. Il a à peine levé les yeux de sa table de mixage compliquée jusqu'à ce que j'entre complètement dans la cabine restreinte. Il a sursauté, repoussant rapidement sa chaise à roulettes. « Eh, mec, zone réservée », a-t-il dit, tendant immédiatement la main vers la radio accrochée à sa ceinture. « Personnel autorisé uniquement. » Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai simplement fouillé dans la poche de ma veste, j'en ai sorti 5 billets de $100 impeccables et je les ai posés à plat sur la console de mixage, juste au-dessus du bouton de sourdine principal. Je suis Gideon, le fils de Roland, ai-je dit doucement. Mon père veut un changement de dernière minute très spécifique pour les visuels de fond de la cérémonie de signature. Le technicien a baissé les yeux sur la pile d'argent, puis m'a regardé à nouveau, les yeux écarquillés. J'ai glissé une petite clé USB noire juste à côté de l'argent. C'est juste une vidéo hommage spéciale pour la famille. J'ai besoin que vous la mettiez en attente et que vous appuyiez sur lecture au moment exact où il signe le contrat final. Pouvez-vous faire exactement ça? Il n'a pas posé d'autres questions. Dans cette ville, l'argent parle plus fort que n'importe quel règlement. Il a raflé les $500 de la console et les a fourrés dans sa poche à la vitesse de l'éclair. Il a branché la clé USB dans son ordinateur maître. Un fichier nommé reçu.mp4 s'est chargé sur son moniteur de prévisualisation. Il m'a fait un signe de tête silencieux et un rapide pouce levé. Je suis sorti de la cabine sombre et je suis redescendu sur le parquet principal. L'exécution était parfaitement préparée. Le piège était armé. Maintenant, il me suffisait de prendre ma place au premier rang et d'attendre que l'enfant prodige et le roi montent sur l'échafaud. Je me suis positionné près d'un pilier de marbre massif, à environ 9 mètres de la scène principale, laissant les ombres dissimuler ma présence. Les lumières ambiantes vives de la salle de bal ont commencé à baisser lentement, signalant le début de l'événement principal. Un silence lourd et expectant s'est abattu sur la foule de centaines de personnes alors qu'un projecteur blanc brillant s'est allumé, illuminant le centre de la scène. Il y avait une longue table en verre poli au milieu, flanquée de 2 fauteuils en cuir noir coûteux. Roland a monté les quelques marches menant à la scène, baignant dans les applaudissements tonitruants de la foule. Il rayonnait d'une confiance arrogante et entièrement imméritée. Il s'est approché du pied de micro élégant, ajustant sa cravate en soie d'un geste arrogant et étudié, et a regardé la mer de visage riche et admiratif. Darius, le président-directeur général de Nexus Tech, a monté les escaliers juste derrière lui, portant le lourd classeur en cuir qui contenait le contrat d'acquisition de $4,2 milliards. Merci à tous d'être ici ce soir, a commencé Roland, sa voix résonnant à travers le système de son surround de pointe. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'une transaction commerciale très rentable. Ce soir, il s'agit de bâtir un héritage éternel. Il s'agit du triomphe absolu du rêve américain. Quand j'ai lancé Kalin Frecht, nous n'étions que quelques camions rouillés et une prière désespérée. Mais grâce à un travail acharné, un dévouement familial inégalé et l'esprit visionnaire brillant de mon fils aîné, Corbin, nous avons évolué. Nous avons construit l'intelligence artificielle du futur. L'ironie pure et simple de ces mots me brûlait comme de l'acide chaud dans la gorge. Un travail acharné. Il n'avait pas écrit une seule ligne de code de toute sa misérable vie. Il n'avait pas perdu une seule heure de sommeil à stresser à cause de panne de serveur ou de fuite de données. J'ai observé Corbin du coin de l'œil. Mon frère se tenait près du premier rang, bombant fièrement le torse, hochant la tête en accord avec les mensonges flagrants comme s'il y croyait vraiment lui-même. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, je veux que vous deviniez à quoi ressemblera le visage arrogant de Roland dans exactement 60 secondes. Si vous attendez que le karma ultime s'abatte enfin sur cette famille toxique, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant et faites-moi savoir que vous êtes prêts pour le crash. Darius a posé délicatement le classeur ouvert sur la table en verre. Le contrat était prêt. Les stylos coûteux étaient parfaitement disposés. Roland s'est détourné du microphone et a souri chaleureusement à Darius, lui tendant la main pour une poignée ferme. Faisons l'histoire de l'entreprise, Darius, a dit Roland, sa voix dégoulinant de cupidité. Roland s'est penché et a saisi le lourd stylo Mant Blank plaqué or. C'était mon signal. Je suis sorti de l'ombre sombre du pilier de marbre. J'ai marché droit dans l'allée centrale, directement vers la scène brillamment éclairée. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas couru.
Mon rythme était lent, très délibéré, et entièrement maîtrisé. Le claquement lourd de mes chaussures en cuir contre le parquet poli semblait résonner bruyamment dans le silence soudain et dramatique de la pièce. Les têtes ont commencé à se tourner une par une. Des chuchotements se sont propagés rapidement à travers la foule d'élite alors que les invités remarquaient un homme dans un costume anthracite bon marché et démodé marchant agressivement vers une scène de signature de plusieurs milliards de dollars. Roland avait le stylo doré planant à peine à un pouce au-dessus de la ligne de signature. Il a entendu les murmures. Il a levé les yeux, visiblement agacé par la distraction soudaine dans la foule. Ses yeux ont balayé l'allée et se sont immédiatement posés sur les miens. J'ai vu la prise de conscience dévastatrice se produire en temps réel absolu. L'éclat arrogant et intouchable sur son visage a vacillé et s'est éteint instantanément. Il a été violemment remplacé par un éclair soudain et vif de peur authentique et paralysante. Il savait que j'étais censé être parti. Il savait que j'étais censé être complètement anéanti, assis dans mon appartement à accepter mon sort pathétique. Sécurité, a aboyé Roland, se penchant frénétiquement vers le microphone, sa voix perdant complètement tout son vernis lisse et étudié. Sécurité, venez ici et sortez cet homme du bâtiment immédiatement. Il est très instable. Il n'a rien à faire ici. Je me suis arrêté à exactement 3 mètres du bord de la Seine. Je l'ai regardé, mon visage un masque de pierre froide. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène pathétique. J'ai juste regardé directement dans ses yeux terrifiés et désespérés, et je lui ai fait un unique signe de tête lente et approbateur. Roland m'a regardé, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant sous son smoking coûteux. Il a regardé la foule confuse. Il a regardé Vernon, qui se tenait parfaitement immobile au fond de la pièce, ne faisant absolument rien pour m'arrêter. Le cerveau de Roland essayait frénétiquement de traiter la situation impossible. Il a réalisé qu'il avait un choix crucial à faire. Il pouvait retarder la signature, exiger que les gardes me traînent dehors et provoquer une scène massive et embarrassante devant la presse, ou il pouvait ignorer ma présence, signer le papier rapidement et sécuriser ses milliards avant que je ne puisse tout gâcher. Sa cupidité écrasante, comme toujours, a remporté la bataille interne. Il a serré le stylo fermement, ses jointures devenant blanches, me fixant avec une haine pure et sans mélange. Il était absolument certain d'avoir gagné la guerre. Il pensait que j'étais juste là pour pleurer, supplier et faire une crise de colère pathétique comme un enfant vaincu. Il s'est penché sur la table en verre. D'un mouvement rapide et agressif, Roland a apposé sa signature sur la ligne pointillée. Il a légalement cédé la propriété de Kalinaï. L'accord était officiellement conclu. Et avec cette seule signature arrogante, il a scellé son propre destin catastrophique et inéluctable. Car dans le monde très réglementé des fusions d'entreprises à enjeux élevés, chaque contrat comporte une garantie à toute épreuve de propriété intellectuelle. Lorsqu'un vendeur signe cette garantie spécifique, sachant qu'elle est complètement fausse, le voile corporatif de la protection à responsabilité limitée est instantanément percé. Ce n'est plus seulement un litige commercial mineur. Cela devient immédiatement une fraude criminelle personnelle massive. Roland s'est relevé fièrement, tenant le contrat signé haut dans les airs. La foule a éclaté en applaudissements assourdissants. J'ai levé les yeux vers la cabine audiovisuelle sombre au fond de la salle. J'ai croisé le regard du jeune technicien et je lui ai fait un signe de tête sec et définitif. Chargez le pistolet. Appuyez sur la gâchette. Les énormes haut-parleurs surround de pointe de la salle de bal ont émis un crissement de l'arsène assourdissant et aigu qui faisait physiquement mal à entendre. La foule a eu un hoquet collectif, beaucoup se couvrant les oreilles sous le choc. Les projecteurs blancs brillants illuminant Roland et Darius se sont éteints instantanément, plongeant la scène principale dans une obscurité absolue et terrifiante. Avant que quiconque puisse même crier ou demander ce qui se passait, les 3 écrans IMAX gigantesques s'étendant sur tout le mur du fond de la scène ont explosé de vie avec une lumière blanche aveuglante et dure. Sur l'écran massif de gauche, haut de 6 mètres, se trouvait le contrat de consultant indépendant de 2014. Il était parfaitement net, scanné en haute résolution, et indéniablement lisible. Le texte était surligné en néon rouge vif et brillant. L'angle de la caméra numérique a zoomé dynamiquement sur la section 17B, la clause de réversion de la propriété intellectuelle, puis a balayé directement vers la signature indéniable et arrogante de Roland, juste à côté de la date, 12 avril 2014. Sur l'écran massif du centre, les journaux de comigie numérique ont commencé à défiler rapidement comme une cascade implacable de vérités absolues et vérifiables. Des milliers et des milliers de lignes de code,
toutes estampillées en permanence de mon nom, Gideon-Admin. L'écran a interrompu son défilement rapide et un diagramme circulaire massif et coloré s'est affiché en temps réel. Il montrait clairement la paternité totale du système pour l'algorithme de routage prédictif de Kalinaï. Gideon, 99,9%. Corbin, 0,0%. Et sur l'écran à l'extrême droite, un document juridiquement contraignant, rédigé en bonne et due forme, est apparu en caractères noirs et gras. On pouvait y lire « Notification officielle de violation de droits d'auteur et ordre de cesser et de s'abstenir. Vente non autorisée de propriété intellectuelle volée. » La grande salle de bal est tombée dans un silence absolu et suffocant. C'était un silence si profondément profond qu'on pouvait littéralement entendre les glaçons fondre et teinter dans les coupes de champagne. Des centaines des personnes les plus puissantes et les plus riches de Seattle regardaient les écrans massifs, la bouche bée de choc pur et sans mélange. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a exigé Darius, sa voix profonde résonnant bruyamment dans la pièce silencieuse. Il s'est rapidement éloigné de Roland comme si mon père était soudainement infecté par une maladie mortelle très contagieuse. Darius a fixé les écrans lumineux, ses yeux furieux parcourant la clause de contrat surlignée et les journaux de paternité de code indéniable. Roland s'est complètement effondré. Le roi riche et confiant s'est brisé en 1 million de morceaux pathétiques sous mes yeux. Il a laissé tomber le lourd stylo Mant Blanc en or. Il a heurté la table en verre épais avec un craquement sec et a roulé, tombant bruyamment sur le sol en bois. Son visage s'est vidé de toute couleur naturelle, devenant d'un blanc maladif et fantomatique. Il a essayé de parler. Il a essayé de se défendre, mais seul un hoquet sec et pathétique est sorti de sa gorge. « Éteignez ça » a-t-il finalement hurlé, sa voix se brisant violemment comme celle d'un enfant terrifié. « Éteignez ces foutus écrans tout de suite !» Les gens dans la foule riche ont commencé à sortir rapidement leur smartphone. Le flash lumineux des appareils photo a commencé à crépiter comme une lumière stroboscopique frénétique, capturant chaque seconde de l'humiliation. Un serveur a laissé tomber un lourd plateau d'argent rempli de verres de vin au fond de la pièce. Le bruit du verre brisé a tranché vivement la tension épaisse. Winslow, l'avocat principal de l'audit pour Nexus Tech, a surgi du premier rang et a pratiquement sprinté sur les escaliers pour monter sur scène. Il a ignoré complètement Roland et a sorti une paire de lunettes de lecture, plissant les yeux intensément sur le contrat de consultant de 6 mètres de haut affiché sur l'écran de gauche. Il a lu la clause spécifique à voix haute pour lui-même. Il a regardé les dates d'expiration. Il a regardé la signature. Winslow s'est tourné vers Darius, son visage entièrement sombre et incroyablement sérieux. « Monsieur » a dit Winslow, sa voix portant clairement à travers le microphone qui avait été accidentellement laissé allumé. C'est une clause de réversion standard. Si ce document est authentique, et il semble tout à fait juridiquement contraignant, ils n'ont jamais possédé l'algorithme. Ils viennent de nous vendre du vent. Darius, un homme largement connu pour ses tactiques commerciales impitoyables et sans pitié, s'est tourné lentement pour regarder Roland. Son visage était un masque terrifiant de fureur froide et calculée. « Vous m'avez menti » a chuchoté Darius. Mais le microphone sensible l'a parfaitement capté, le diffusant à toute la salle. « Vous avez essayé de me vendre des biens volés. » L'accord est résilié immédiatement, a annoncé Darius avec force à toute la salle. Il s'est penché sur la table en verre, a saisi le contrat que Roland venait de signer et l'a déchiré violemment en deux. Il a jeté les morceaux déchirés directement sur le sol, aux pieds de Roland. Je suis resté là, au milieu de l'allée, regardant l'empire massif de ma famille toxique partir en fumée en quelques secondes. Je n'ai pas ressenti un sentiment de joie malsaine. Je n'avais pas envie de faire une grande fête. J'ai juste ressenti un sentiment profond et écrasant d'équilibre cosmique. La dette massive avait enfin été payée. L'univers se corrigeait violemment. Je me suis retourné, j'ai glissé le dossier en cuir noir solidement sous mon bras, et j'ai marché calmement vers la sortie pendant que la salle de bal éclatait dans un chaos absolu et hurlant derrière moi. Si vous avez regardé l'histoire jusqu'à ce point, vous êtes une légende absolue. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en disant « Je suis là ». C'est le mot de passe secret pour les vrais qui restent pour le point culminant. Et je promets que je mettrai un cœur et que je répondrai à chaque commentaire qui dit « Je suis là ». Merci de m'accompagner sur cette chaîne. Les conséquences immédiates à l'intérieur du centre des congrès relevaient tout droit d'un film catastrophe chaotique. Alors que je marchais d'un pas assuré vers les lourdes portes de sortie en verre, je pouvais entendre l'effondrement catastrophique absolu qui se produisait juste derrière moi.
Roland hurlait à plein poumon, sa voix complètement dépourvue de son charme habituel, sophistiqué et manipulateur. « Attrapez-le » a hurlé Roland, pointant un doigt violemment tremblant dans mon dos. Que quelqu'un l'arrête. Il a piraté le système. C'est un mensonge complet. Arrêtez-le tout de suite. Je n'ai même pas pris la peine de regarder en arrière, mais je savais exactement ce qui se passait. Vernon et le reste de l'imposante équipe de sécurité privée se tenaient complètement immobiles, leurs bras massifs croisés sur leur poitrine, refusant de lever le petit doigt pour aider un homme qui venait d'être brutalement exposé comme un fraudeur d'entreprise massif sur la scène mondiale. Les riches investisseurs qui léchaient les bottes de Roland à peine 10 minutes plus tôt composaient frénétiquement le numéro de leurs avocats, hurlant agressivement dans leur téléphone portable pour retirer immédiatement leur financement. Soudain, j'ai senti une main désespérée agripper violemment mon bras juste au moment où j'atteignais le grand foyer. J'ai arrêté de marcher et je me suis lentement retourné. C'était Blé. Ma mère avait l'air complètement, totalement folle. Ses cheveux chers et parfaitement coiffés se défaisaient, des mèches tombant sur son visage, et sa robe argentée scintillante avait l'air complètement ridicule et déplacée face à son expression paniquée et désespérée. De grosses larmes de mascara noir coulaient rapidement sur ses joues, ruinant entièrement son maquillage impeccable. « Gideon, s'il te plaît » a crié Blé, sa voix dégoulinant d'un désespoir maladivement doux et incroyablement manipulateur. Elle a en fait essayé de me serrer dans ses bras, un geste maternel qu'elle n'avait même pas tenté depuis plus d'une décennie. « Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Ton père était juste sous une pression incroyable. Il ne voulait pas vraiment te virer. Nous pouvons arranger ce gâchis. Nous pouvons nous asseoir et partager l'argent. S'il te plaît, tu es en train de détruire complètement l'avenir de ton frère. » J'ai baissé les yeux sur ses mains manucurées agrippant la veste de mon costume bon marché. Je n'ai absolument rien ressenti. La chaîne invisible et lourde qui m'avait lié à cette famille très toxique pendant 32 ans venait de se dissoudre en poussière dans le vent. J'ai levé la main et j'ai lentement et fermement retiré ses mains tremblantes de mon bras. J'ai reculé, créant une frontière physique dure entre nous. « Vous avez vendu votre entreprise, maman » ai-je dit, ma voix complètement plate, froide et entièrement dépourvue d'émotion. Mais je possède le cerveau qui l'a fait fonctionner. Le bail a expiré il y a 3 jours. Dis à ton enfant prodige, Corbin, qu'il va devoir apprendre à rédiger un CV pour la première fois de sa vie. Je vous verrai tous au tribunal fédéral. Je lui ai tourné le dos pour la dernière fois et je suis sorti par les portes vitrées coulissantes. En retournant dans la nuit fraîche et rafraîchissante de Seattle, je suis monté dans ma camionnette rouillée, j'ai démarré le moteur bruyant et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. L'effondrement de l'empire familial Kalin n'a pas été une fuite lente et angoissante. Ce fut une implosion catastrophique, instantanée et très publique. À 6 heures du matin le lendemain, l'histoire avait violemment fuité sur tous les principaux blogs technologiques, les organes de presse financière et les plateformes de médias sociaux du pays. Les titres numériques étaient absolument brutaux. Un PDG de la tech tente une fraude de 4 milliards de dollars. L'enfant prodige au zéro commis. La faille à 10 millions de dollars qui a détruit une famille. L'illusion élaborée de leur grandeur s'est brisée de façon permanente. Les comptes de médias sociaux très soignés de Corbin, habituellement remplis de photos odieuses de voitures de sport, de montres chères et de clubs VIP, sont devenus complètement silencieux à midi. Tante Élodie et le reste des larbins toxiques de la famille élargie ont soudainement prétendu n'avoir jamais soutenu Roland en premier lieu, se distançant complètement pour éviter les retombées massives. L'isolement social a été immédiat, total et incroyablement punitif. Ils sont passés du statut de rois absolus de la ville à celui de paria complet, littéralement du jour au lendemain. Mais l'humiliation sociale n'était absolument rien comparée à l'enfer juridique qui allait s'abattre lourdement sur leur tête. L'ennemi n'était plus seulement le fils calme et maltraité qu'ils gardaient enfermé au sous-sol. Ils avaient agressivement provoqué un énorme ours d'entreprise de plusieurs milliards de dollars, et l'ours se réveillait extrêmement en colère et incroyablement affamé. 3 mois angoissants plus tard, la lourde poussière juridique s'est enfin dissipée, révélant un paysage de dévastation absolue et totale pour ma famille. Nexus Tech n'a pas simplement tourné les talons face à l'accord frauduleux et rompu. Darius a été profondément humilié devant ses pairs de l'élite, et les milliardaires comme lui ne pardonnent absolument pas facilement. Nexus Tech a lancé un procès massif et très agressif contre Roland, Blé et Corbin pour fraude d'entreprise grave, fausse déclaration intentionnelle d'actifs et violation flagrante de contrat. Ils ont exigé des centaines de millions de dollars en dommages-intérêts punitifs sévères.
Parce que Roland avait arrogamment signé une garantie personnelle sur le contrat de garantie de propriété intellectuelle, le voile de protection de l'entreprise a été officiellement percé. Cela signifiait que les avocats impitoyables pouvaient s'attaquer directement à ses biens personnels privés. Tout a été instantanément gelé, saisi par le gouvernement ou lourdement immobilisé dans des litiges complexes. Le vaste et luxueux domaine de Mersey Island a été agressivement mis en saisie par les banques. Les fonds fiduciaires massifs que Roland avait illégalement créés pour Corbin ont été entièrement bloqués par les enquêteurs fédéraux. La Ferrari rouge flambant neuve de Corbin a été littéralement saisie dans l'allée du manoir un mardi après-midi pluvieux, sous les yeux des riches voisins qui regardaient depuis leurs fenêtres. Kalinai, complètement dépouillé de son algorithme de base et perdant rapidement de l'argent à cause de frais de défense juridique astronomiques, n'a eu d'autre choix que de se déclarer en faillite. Chapitre 7. L'entreprise a été complètement liquidée sans pitié. Tous les actifs physiques, les immenses baies de serveurs, le mobilier de bureaux ergonomiques coûteux, la flotte de véhicules de l'entreprise et les baux de bureaux commerciaux ont été mis en vente aux enchères publiques par le tribunal des faillites fédérales. Et c'est exactement là que le retournement de situation ultime et magnifiquement ironique de ma vie s'est produit. Je ne suis pas simplement resté assis dans mon appartement à les regarder brûler de loin. Je suis allé directement à une grande banque commerciale avec mon épais dossier noir. Je me suis assis avec leur évaluateur technologique principal et je leur ai montré la propriété intellectuelle à toute épreuve de l'algorithme de routage prédictif. La banque a rapidement réalisé que, bien que Kalinai soit complètement morte, le cerveau très avancé de l'entreprise était bien vivant et incroyablement précieux. Ils ont immédiatement approuvé un prêt commercial massif, en utilisant l'algorithme puissant lui-même comme unique garantie. Armé de millions de dollars de capitaux frais et liquides, j'ai assisté à l'enchère publique de la faillite. Je me suis assis tranquillement au dernier rang de l'entrepôt, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean délavé, et j'ai systématiquement racheté chaque pièce de l'infrastructure physique de Kalinai. J'ai acheté les serveurs haut de gamme pour littéralement des centimes. J'ai acheté la totalité du bail de bureau. J'ai même acheté les bureaux. 2 semaines plus tard, la transition complexe de la faillite était officiellement terminée. Je suis entré dans l'ancien siège de Kalinai. Le massif bâtiment en verre était exactement le même, mais l'énergie à l'intérieur était entièrement différente. J'ai descendu le couloir principal en direction de la luxueuse suite exécutive. En tournant le coin, j'ai vu Roland et Corbin. Ils portaient des pantalons de survêtement bon marché et froissés, transportant maladroitement des boîtes en carton marron remplies de leurs pathétiques objets de bureau personnel. Ils étaient activement escortés hors du bâtiment par les sévères syndics de faillite. Corbin avait l'air incroyablement pâle et épuisé, portant une petite boîte contenant une agrafeuse volée et une photo encadrée de lui jouant au golf. Roland semblait avoir vieilli de 20 ans en seulement 3 mois. Ses cheveux étaient visiblement clairsemés, sa posture était lourdement voûtée et la lumière ardente et arrogante dans ses yeux était complètement éteinte. Je me suis arrêté au milieu du couloir, tenant nonchalamment une tasse de café chaud. Nos regards se sont croisés. L'incroyable ironie du moment était si incroyablement épaisse qu'on aurait facilement pu la couper au couteau. Il y a exactement 3 mois, il m'avait regardé droit dans les yeux, avait jeté ma carte d'accès dans un verre d'eau glacée et m'avait brutalement viré de ma propre création. Maintenant, c'était lui qui tenait misérablement une boîte en carton, étant officiellement expulsé de l'empire massif qu'il pensait arrogamment posséder. Roland a lentement ouvert la bouche pour dire quelque chose. Peut-être des excuses pathétiques. Peut-être une autre insulte amère. Mais absolument rien n'est sorti. Il a simplement baissé la tête en signe de défaite totale, a rompu le contact visuel et a traîné misérablement ses pieds devant moi vers les portes de sortie. Corbin a suivi de près, fixant le sol, refusant même de regarder dans ma direction. Je suis resté là en silence et je les ai regardés sortir dans le parking froid et vide, exactement comme ils m'avaient forcé à le faire. La lourde porte en verre s'est refermée derrière eux. Ils étaient enfin partis. Le lendemain, j'ai officiellement et définitivement rebaptisé l'entreprise. L'énorme enseigne métallique arrogante de Kalinai a été agressivement arrachée de la façade du bâtiment par une grue et remplacée par un logo moderne et épuré. Gideon Core. Je ne voulais absolument pas construire un empire très toxique et abusif comme mon père l'avait fait. Je voulais construire une forteresse impénétrable d'innovation et d'équité. J'ai immédiatement réembauché tout le personnel technique essentiel, les brillants analystes de données et les coordinateurs logistiques travailleurs qui avaient réellement maintenu l'entreprise à flot pendant les années sombres et difficiles. Et j'ai fait quelque chose que Roland aurait considéré comme un péché absolu et impardonnable.
J'ai formellement distribué 20% du capital total de l'entreprise directement dans un fonds de participation au bénéfice des employés. Les personnes dévouées qui avaient construit la machine à mes côtés dans les tranchées posséderaient enfin une vraie part de celle-ci. Même Vernon, le garde de sécurité géant qui m'avait courageusement laissé passer le cordon de velours au gala, a été engagé comme chef de la sécurité de l'entreprise avec une augmentation de salaire massive et qui a changé sa vie. Je suis assis dans mon tout nouveau bureau en ce moment même où j'enregistre cette histoire. C'est une immense suite d'angles avec de magnifiques baies vitrées du sol au plafond donnant sur le superbe Puget Sound. La pluie déprimante de Seattle se dissipe enfin et le soleil éclatant de l'après-midi perce les lourds nuages gris, jetant une lumière chaude et dorée sur mon grand bureau en bois. Je n'organise pas de fête folle et coûteuse à Vegas. Je ne porte pas de montre à 80 000 $ pour impressionner des gens que je déteste. Je reste juste assis ici, à boire mon café noir, à écrire du code complexe et à profiter d'un profond sentiment de paix absolue que je n'aurais jamais cru possible pour quelqu'un comme moi. Je n'ai pas hérité de ma vie réussie. Je n'ai pas attendu qu'une famille abusive et narcissique me tende une infime parcelle de validation. J'ai porté un regard dur et honnête sur le système très toxique dans lequel j'étais piégé, et je l'ai reprogrammé sans relâche de fond en comble. J'ai audacieusement construit ma propre réalité. Mais l'histoire ne se termine pas de manière complètement nette, car une famille toxique ne lâche jamais vraiment prise. Hier matin encore, une épaisse enveloppe froissée est arrivée à la réception, lourdement marquée de l'écriture distincte de ma mère. Je l'ai ouverte avec précaution. C'était une lettre de 4 pages manuscrite de blé, tachée de larmes. Elle a passé 3 pages entières à détailler à quel point ils sont misérables en ce moment. Ils vivent actuellement dans un appartement de 2 chambres incroyablement exigu et délabré en périphérie de la ville. La santé de Roland se détériore rapidement en raison du stress immense du procès en cours pour fraude de Nexus Tech. Et Corbin, le brillant enfant prodige, a récemment été renvoyé d'un emploi au salaire minimum dans le commerce de détail parce qu'il ne savait littéralement pas comment faire fonctionner une simple caisse enregistreuse. Le dernier paragraphe de la lettre était un plaidoyer très désespéré. Elle m'a supplié agressivement, invoquant mon prétendu devoir moral en tant que fils loyal, d'offrir immédiatement à Corbin un stage non rémunéré chez Gideon Corp. Elle a dit que c'était juste pour le sortir du petit appartement et lui donner un certain sens du but afin qu'il ne finisse pas par vivre sous un pont. Alors je me tourne vers vous, le jury ultime d'Internet. Je suis assis ici, à regarder cette lettre pathétique. Une partie de moi se souvient du gamin terrifié de 22 ans qui voulait juste désespérément que sa famille aille bien. Mais l'autre partie, plus forte, de moi se souvient de la cruauté absolue, des 10 longues années d'esclavage numérique et du regard suffisant sur leur visage lorsqu'ils ont essayé de voler le travail de ma vie et de me jeter à la rue comme un déchet. Devrais-je répondre à sa lettre manipulatrice et donner à mon frère une dernière petite chance de nettoyer les toilettes de mon entreprise? Ou devrais-je simplement passer cette lettre tachée de larmes directement dans le destructeur de papier mécanique posé juste à côté de mon bureau et ne plus jamais regarder en arrière? Suis-je trop impitoyable? Ou est-ce la définition exacte et parfaite de faire face aux conséquences de ses propres actions terribles? Veuillez laisser votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez trouvé une quelconque satisfaction à voir une famille très toxique obtenir exactement ce qu'elle mérite, veuillez écraser ce bouton j'aime, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Votre soutien compte énormément pour moi et aide cette chaîne à grandir chaque jour. Restez fort, connaissez toujours votre valeur et ne laissez jamais personne voler votre algorithme. Je vous dis à la prochaine.